Ces techniques-là, personnellement, je pense qu'elles nous échapperont à la bonne échelle. On n'y arrivera pas à la bonne échelle. Et par ailleurs, elles ont un autre inconvénient, c'est qu'elles n'empêchent pas l'atmosphère de rester avec son effet de serre supplémentaire, puisque le CO2 s'évacue très lentement, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ce qui se passe, c'est que le jour où on n'est plus capable technologiquement de maintenir ce refroidissement continu, le jour où on n'a plus les moyens d'aller bazarder du soufre dans la haute atmosphère, à ce moment-là, instantanément, le climat revient à la température d'équilibre. Et là, on se prend plus 2, plus 3 d'un coup, quoi. Exactement. On entend de plus en plus souvent dans les milieux technophiles, en tout cas moi je l'entends assez souvent, un discours qui prétend que les innovations potentielles à venir, elles vont être des sortes de béquilles dorées qui nous permettront de continuer ad vitam aeternam en nous vendant un futur sans renoncement. Un futur fait de croissance verte, alimenté par la magie des ingénieurs, qui finiront bien par trouver la solution. Et autour de ça, il y a aussi souvent le discours qui gravite de la petite musique de la géo-ingénierie. Pour toi, est-ce que c'est des vraies solutions à envisager qui se cachent derrière tout ça? Ou est-ce que ces discours, c'est les discours qui viennent de dangereux apprentis sorciers, vendeurs de poudre aux yeux? Je ne voulais pas mettre la réponse dans la question, mais... Alors, il y a deux questions dans cette question. Il y a une question qui est plus largement, est-ce que le progrès technique va nous permettre de tout changer, enfin de tout révolutionner, de tout solutionner. Et par ailleurs, quid de la géo-ingénierie? C'est deux questions un peu distinctes. Alors la première, est-ce que le progrès technique va nous sauver? Alors ça dépend ce qu'on appelle se sauver, et ça dépend ce qu'on appelle le progrès technique. Si on regarde un peu dans le passé, du progrès technique, ça fait des milliers d'années que notre espèce en fait. Notre espèce a fait un progrès technique considérable en domestiquant le feu. Elle a fait des progrès techniques considérables en domestiquant le vent pour faire avancer les bateaux. L'aventure de Magellan était un truc d'une audace inouïe comparé au fait d'aller grimper sur l'Everest aujourd'hui. C'était juste inouï. Enfin, je veux dire, ce mec s'est jeté totalement dans l'inconnu. C'était de l'inconscience pure, en fait. Donc, le progrès technique, ça fait des milliers d'années qu'on en fait. Est-ce que ce progrès technique a permis de diminuer la pression de l'homme sur l'environnement de façon spontanée? La réponse est non. Quelle est la probabilité pour que du progrès technique qui n'a pas pour vocation première de nous aider à baisser la pression sur l'environnement, à l'avenir fasse ça, comme ça, sans qu'on lui ait rien demandé? La réponse est, elle est nulle. D'accord? Et ça n'arrivera pas plus. Quand par exemple j'entends des gens qui me disent l'intelligence artificielle, ça va nous aider à mieux gérer l'environnement, non. Enfin, est-ce que les larges modèles de langage sont faits pour nous aider à mieux gérer l'environnement? Non. Ils sont faits pour aider les collégiens à gagner du temps sur leur dissertation en les décérébrant un peu. Ils ne voient pas en quoi ça va nous faire... ça va nous aider à préserver l'environnement. Ça va nous aider à classer les CV un peu plus vite et à moins se fatiguer, croyons-nous, quand on fait une recherche. Mais c'est tout. Enfin, je ne vois pas le... Bon. Est-ce que Alors... que dans les développements informatiques, il y en ait quelques-uns qui aient des bénéfices pour l'environnement, oui, dans le lot, évidemment. Quand on a un logiciel qui permet de mieux... modèles météo... Voilà, de mieux détecter les départs d'incendie par satellite, ou etc. Oui, évidemment, il y a un bénéfice pour l'environnement. Mais c'est ça, au milieu d'un océan de développement, qui, je veux dire... quand Intel a développé les premiers microprocesseurs, ça a notamment servi pour quelques applications scientifiques, mais le but d'Intel n'était pas de sauver l'environnement en faisant ça. Bon. Et aujourd'hui, les gens qui fabriquent des Nvidia, son business model, c'est pas de sauver l'environnement, c'est de faire des puces qui vont servir à faire tout un tas de trucs, des univers virtuels, des jeux en ligne, encore une fois des larges modèles de langage, enfin tout un tas de trucs. Voilà. Donc le progrès technique ne va pas nous donner spontanément, sans qu'on l'ait cherché, de quoi sauver l'environnement. Si on veut sauver l'environnement, ça doit être une décision. Donc on doit dire, c'est ça qu'on va faire. Et après, on laisse prospérer tous les développements qui vont dans ce sens-là, et les autres, on ne les laisse pas prospérer. C'est aussi bête que ça. Qu'on interdise des recherches ou qu'on interdise des développements pour des raisons éthiques, on l'a déjà fait dans le passé. Hein. Par exemple, on a décidé qu'on allait interdire les recherches sur le clonage humain. On a dit qu'on allait être hachement vigilant sur les recherches sur les cellules souches, pour la même raison. Donc, en fait, de temps en temps, il y a des choses dont on se dit, pour des raisons éthiques, on ne va pas le faire. Donc ça serait pas une nouveauté qu'on dise, à partir de maintenant, on laisse prospérer les développements qui sont compatibles
avec la baisse de la pression sur l'environnement, voire qui ont cette finalité. Et puis les autres, non. Voilà, on oriente ça ne nous empêche pas d'être créatifs, mais on est créatifs dans une direction qu'on a décidé de prendre. Donc ça peut éventuellement se faire. Et à ce moment, effectivement, les gens qui développent des éoliennes et des centrales nucléaires, on les laisse bosser. Des gens qui développent de l'aquaculture à base de culture végétale pour éviter de pêcher tous les poissons, on les laisse bosser. Et puis les gens qui développent des fusées pour faire du tourisme spatial, on les laisse pas bosser. Non mais voilà, moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. On trouvera toujours de quoi s'exciter les neurones sur quelque chose. Hein. Bon. Mais si on se dit spontanément, il n'y a qu'à laisser les ingénieurs ingénierer, les gens chercher, et puis comme par magie, tous les développements qu'on va faire vont permettre spontanément de nous orienter vers une baisse de la pression sur l'environnement, je ne dis pas une seconde. Ça n'arrivera pas. Question sur la géo-ingénierie. Donc la géo-ingénierie, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, c'est toutes les techniques qui consistent à essayer de transformer les flux énergétiques du système climatique pour que le réchauffement s'arrête, voire qu'on induise un refroidissement. Alors là-dedans, tout dans pêle-mêle, dans les quelques techniques que j'ai vu passer, il y a l'idée de placer des grands miroirs au point de Lagrange, c'est-à-dire au point d'attraction égal par la Terre et par le Soleil, pour empêcher une partie du rayonnement solaire d'arriver sur Terre. Il y a l'idée de mettre dans la haute atmosphère, de faire brûler dans la haute atmosphère du soufre en continu pour créer des particules de sulfate qui sont des particules réfléchissantes. Il y a l'idée d'ensemencer la surface de l'océan avec des oxydes de fer pour favoriser la croissance du plancton végétal, qui va capter du CO2, etc. Voilà, donc il y a le fait, et puis après, à pas plus petite échelle, il y a peindre les toits en blanc, etc. Bon, alors peindre les toits en blanc, moi je suis pour, c'est plutôt une bonne idée. Les miroirs au point de Lagrange, j'ai fait un petit calcul du pouce, alors je ne me rappelle plus du résultat, il y a quelques années. J'avais calculé le nombre de fusées qu'il fallait lancer dans l'espace. L'impact sur le réchauffement. Pour avoir un impact significatif. J'avais dit, si on veut supprimer l'effet de serre qui aujourd'hui a rajouté 1%, enfin le forçage radiatif aujourd'hui c'est 1% du rayonnement incident. Donc je dis, si on veut le supprimer, il faut obscurcir 1% du rayonnement solaire incident. Donc il faut, au point de Lagrange, créer un miroir dont la surface est à peu près 1% de la superficie de la Terre, enfin un peu moins parce qu'on est un peu plus près du Soleil, mais peu importe. Et puis j'avais dit, en imaginant qu'on arrive à construire des miroirs qui font, 5 ou 10 grammes au mètre carré, ce qui est quand même pas énorme, hein. Enfin bon, on est dans le vide, donc on s'en fout. J'avais calculé le nombre de milliers de tonnes ou de millions de tonnes qu'il fallait lancer dans l'espace et j'étais arrivé à un nombre de billions de tirs de fusée. Enfin, je ne sais plus combien j'en avais, mais en fait, le truc était totalement délirant, c'était évident qu'on n'arriverait jamais à le faire. Ces techniques-là, personnellement, je pense qu'elles nous échapperont à la bonne échelle. On n'y arrivera pas à la bonne échelle. Et par ailleurs, elles ont un autre inconvénient, c'est qu'elles n'empêchent pas l'atmosphère de rester avec son effet de serre supplémentaire, puisque le CO2 s'évacue très lentement, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ce qui se passe, c'est que le jour où on n'est plus capable technologiquement de maintenir ce refroidissement continu, donc le miroir au point de Lagrange se prend un astéroïde, une comète, une petite particule, un truc, n'importe quoi, ou se dégrade, ou je sais pas quoi, en fait, il faut avoir toujours des fusées pour continuer à lancer en continu pour maintenir le truc. Bon. Ça suppose qu'on ait une base technologique sur Terre qui nous permet de le faire, et des ressources suffisamment abondantes pour que le jour où on n'a plus, à ce moment, le dispositif est un peu moins efficace éventuellement. Bon, là, en l'occurrence, le point de Lagrange, c'est tellement important, la quantité de miroirs. Mais si, par exemple, pour prendre l'exemple du dioxyde de soufre, il faut continuellement brûler du soufre dans la haute atmosphère pour renouveler les particules de sulfate, ce qui, incidemment, fait des pluies acides. Le jour où on n'a plus les moyens d'aller bazarder du soufre dans la haute atmosphère, à ce moment-là, instantanément, le climat revient à la température d'équilibre. Et là, on se prend plus 2, plus 3 d'un coup, quoi. Exactement. En fait, il revient à la température d'équilibre qui aurait été la sienne si on n'avait jamais rien mis comme dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Enfin, comme soufre dans l'atmosphère. Donc à ce moment-là, il rattrape instantanément là où il en serait sur la courbe en fonction des émissions de CO2. En plus, personne ne sait ce genre de technique, ce que ça va avoir comme impact sur le cycle de l'eau. C'est quand même beaucoup plus simple, au moins pour le début de l'histoire, d'accepter de rouler dans des bagnoles moins grosses, qui soient électriques, qui soient moins nombreuses, d'accepter de manger un peu moins de viande, de considérer que les vacances à l'autre bout de la planète en avion, bon, on arrive à survivre sans, et c'est quand même beaucoup plus simple d'arriver à faire ça que d'imaginer ce système.
On aime bien imaginer ce système parce qu'on est fondamentalement des animaux paresseux, c'est ce que je disais tout à l'heure.